Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Où sont les femmes? Elles sont dans l'épisode 73 ou 73. Bonjour à toi, chère auditrice, chers auditeurs, mais surtout, chères dames, demoiselles qui nous écoutent. En l'occasion de la Journée de la femme, nous avons décidé de dédier cet épisode aux femmes. Et les femmes en cuisine, c'est pas parce qu'on estime que c'est là leur place. Au contraire, on aimerait bien parler de toutes ces femmes qui ont inspiré les grands cuisiniers et ces femmes qui ont donné leur nom à des recettes. Bref, toutes ces femmes qui ne sont pas restées dans leur cuisine et qui sont allées parcourir le monde, aller montrer leur talent, inspirer et faire tourner la tête jusqu'aux grands cuisiniers qui finalement les ont fait re-rentrer dans la cuisine par la grande porte en leur donnant des noms de recettes nobles qui sont pour certaines passées dans le vocabulaire courant. Alors on va vous parler de l'origine de ces recettes, on va parler d'où vient la madeleine, la charlotte, la poire belle Hélène, pêche melba, toutes ces autres recettes que vous connaissez probablement, n'est-ce pas Guy? Ben oui, on espère en tout cas que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, eh bien vous nous écoutez, vous en saurez un petit peu plus. Voilà, vous écoutez Parler Cuisine, le podcast gastronomique et culinaire présenté par Marc, votre hôte, et par Guy, notre expert culinaire. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes comme d'habitude. Alors, tout d'abord, je voulais remercier les auditeurs, les auditrices, tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, parce que nous avons fêté, la veille de cet enregistrement, les 1000 jours d'existence. Je m'en suis rendu compte tout à fait par hasard en regardant un petit peu les statistiques, et puis j'ai vu que ça faisait exactement 1000 jours que le flux RSS avait été mis en ligne. Ça fait 1000 jours que ce podcast est vivant sur l'Internet, et il est toujours encore aujourd'hui grâce à la force et au courage que nous donnent les auditeurs qui viennent nous écouter tous les jours. Vous êtes plus de 600 à nous écouter à chaque épisode. Je veux dire, dans la semaine qui suit la publication, je vous en remercie. Vous nous écoutez depuis tous les continents. Je vois qu'on a les États-Unis qui sont pas en reste, sont parmi les premiers. La France, malheureusement, est tombée à 48% d'écoute et le reste, c'est vraiment en francophonie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil. Je leur dis bonjour. Il y a aussi maintenant une dizaine de personnes qui nous écoutent au Japon. Je leur fais un coucou. Je vois qu'on a quelques auditeurs en Chine et surtout en Inde. Mais ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là, nous écouter et que vous avez décidé de passer ce moment avec nous. Et ce qui nous ferait plaisir, c'est que des auditeurs qui sont si loin nous fassent un petit coucou en nous donnant un petit peu leur signalement, parce que on se pose toujours la question, est-ce que finalement ce sont des francophones qui sont exilés, qui au Japon, qui en Chine, qui en Australie, qui en Nouvelle-Zélande, qui en Californie, ou est-ce que ce sont des natifs de ces régions ou de ces pays qui ont décidé d'apprendre le français et de nous écouter par là même? Et ça, ce serait vrai que ce serait intéressant de savoir qui sont nos auditeurs lointains. On suppose évidemment qu'en France, que ce sont des Français, mais en Chine ou au Japon, on ne sait pas qui c'est. T'aimes bien savoir à qui tu as affaire, toi, hein? Ben, j'aimerais bien savoir, ça pourrait peut-être aussi orienter nos choix d'émission finalement, hein. Mais disons que c'est vrai que quand je regarde en arrière 1000 jours, c'est presque 3 ans. Il y a eu un moment où on a un petit passage à vide où ça a été un peu difficile. Bon, on a eu des événements dans nos vies personnelles, savoir qu'on n'est pas des professionnels. On ne fait pas que ça. On a commencé comme amateur et on a été pris un petit peu par des événements personnels qui ont fait qu'on n'a pas pu publier toutes les semaines. Et là, c'est vraiment seulement depuis fin 2017 que on a pu vraiment s'attaquer sérieusement à ce projet. On est toujours vivant, généralement c'est bien parce que la plupart du temps, les statistiques, en tout cas aux États-Unis, sont formelles. La plupart des podcasts abandonnent au bout de l'épisode 7. S'il survit l'épisode 7, c'est qu'il a une longue vie qui l'attend. Nous, ça va faire quoi? 73 épisodes, merci beaucoup. Mais c'est vrai que souvent on a l'impression de parler dans le vide, de parler à un mur, surtout quand on n'est pas en face à face. Là, on est à quelques centaines de kilomètres d'écart. Et on n'est pas écouté au moment où on parle. On est écouté au moment où les auditeurs décident, l'auditeur est là, vous avez décidé maintenant de nous écouter là, maintenant, et de passer ce moment avec nous. C'est en différé, c'est comme ça que ça se passe, mais parfois on a un peu du mal à ne pas pouvoir mettre de... Ça nous manque comme ça d'un peu voir la tête. Alors on a eu 3 personnes maintenant qui nous ont rejoints sur Tipeee.
sur la page Tipeee. Et ça, c'est bien parce que ça permet de faire un peu un lien. Donc, il y a 2 Belges et un Américain qui nous ont rejoints là. C'est gentil. C'est Mais un on avait Belge et un déjà des Français. nouvelles d'autres personnes aussi, hein. Sur la page Facebook, on a quelques On avait personnes des qui nous envoient nouvelles des de France messages. aussi, des choses comme ça, oui, bien Voilà, sûr. des auditeurs qui nous ont envoyé un message sur l'email est ouvert à tous, questions@parlescuisines.com. Vous retrouvez cet email sur le site parlescuisines.com. Il suffit de taper Parler Cuisine. J'ai regardé un petit peu sur Google, vous tapez Parler Cuisine Podcast et vous ne pouvez pas nous rater. On est bien positionné à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit on aimerait bien mettre un visage sur votre tête. Donc au début, Guy est un peu réticent. Je le suis d'ailleurs toujours, hein. Voilà, il ne faut pas oublier que nous sommes des amateurs, nous ne sommes pas des professionnels dont notre but est de soigner une image. On a quand même une réputation derrière comment dire, à défendre, d'autant plus que mon employeur, une partie des activités de mon employeur, c'est pas la division où je travaille, mais une autre division qui appartient à mon employeur est une agence de presse et producteur de contenu multimédia qui pourrait voir d'un mauvais œil le fait que je sois aussi impliqué de manière à titre privé, même si c'est tout à fait dans un autre domaine. Comment dire, on va éviter de faire jaser. Donc, on a passé un petit peu de temps à regarder dans les vieilles photos qu'on avait ensemble de nous deux et on est tombé sur une photo où Guy a dit ouais, celle-là tu peux la mettre. Donc, vous savez quoi, je vais aller mettre sur le site. Vous pouvez aller voir sur la page à propos de notre site Parler Cuisine dans les prochains jours. Donc, probablement au moment où cet épisode sera publié, ce sera disponible. Sur la page à propos, vous allez voir une photo de Marc et Guy. Donc, Marc, c'est le jeune. Hein. Déjà, il y a déjà une photo de moi. Espèce de menteur, va. Espèce de menteur. Espèce de menteur, c'est tout le contraire. Ne commence pas encore à raconter des bêtises, hein. Non. Et, Bon. et celui qui a une barbichette toute blanche, c'est Guy. Ne le croyez pas, c'est le contraire. Mais non, Il mais est en non. train de vous inventer des Tu veux carabistouilles te faire passer... pour se faire passer plus jeune que moi. Espèce de menteur. Écoutez, vous choisirez finalement qui est Marc et qui est Guy, mais vous n'écoutez absolument pas celui qui vient de vous raconter des sornettes et qui en plus risque de mettre une mauvaise légende en dessous de la photo. Tu crois que je vais me faire passer pour toi, franchement? Bref, on va peut-être pour les 3 ans organiser un meet-up à Bruxelles, réserver la date quelque part fin mai, début juin. Je prévois, en tout cas fin mai, on a des congés nous ici, donc ça se peut que j'aille faire un petit tour à Bruxelles et puis qu'on aille à la rencontre. En tout cas, Peut-être, on verra parce que moi je suis très occupé à cette époque-là. je sais bien, parce que vous travaillez encore dans l'enseignement, n'est-ce pas? Exactement. Étant professeur ou enseignant, membre du personnel enseignant, vous faites partie de ces gens qui en savent beaucoup et qui a fait de la diffusion du savoir une passion personnelle. Et c'est ainsi que nous en sommes arrivés C'est un à faire ce plaisir, hein, c'est un podcast. plaisir. Alors aujourd'hui, justement, on va parler d'un sujet qui a germé tout doucement quand on a fait notre calendrier éditorial. Et je me dis, comment faire un calendrier éditorial? De quoi va-t-on parler? On va essayer de planifier les épisodes. On a mis en place voilà, les dates et puis j'ai dit voilà, un épisode par semaine. Puis on va essayer de parler des sujets de saison. Donc on a mis le carnaval, on a mis la Saint-Valentin, donc on a les menus aphrodisiaques. Apparemment, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de ça. Et puis après, on a essayé de sortir un petit peu des clous. Puis je vois, ma femme m'a rappelé que ma femme vient d'un pays où la journée de la femme est un jour férié. On parle un petit peu comme ça de l'égalité de la femme. Il y a beaucoup de podcasts féministes qui sont arrivés sur la podcastosphère francophone et je les salue bien bas parce qu'ils ont le succès qu'ils méritent. Je trouve que la femme n'a pas assez la place qu'elle mérite dans les médias traditionnels, les podcasts, médias citoyens qui arrivent et qui donnent un petit peu aux gens l'occasion de s'exprimer comme tout le monde le mérite de le faire. Et comment dire, ils trouvent leur audience comme ça. Et je me dis, mais voilà, la journée de la femme est un jour férié, pas en France, malheureusement, non, mais dans une ancienne colonie française, vous avez effectivement un pays où on va dire aux femmes, rentrez chez vous, c'est congé. Et aux hommes, voilà, c'est congé, vous allez vous occuper de votre femme aujourd'hui. Il faudrait donner congé à tout le monde finalement. Ah oui, c'est ça. Là-bas, c'est un jour férié. Donc, comme tu as la fête de la communauté française ou Noël en Belgique, ou comme tu as la fête l'armistice de 40-45, l'armistice de 14-18, et la journée de la femme, c'est pareil.
c'est une journée, comment dire, où elle est sur le centre. Alors, c'est marrant parce que j'entends les féministes qui disent oui, journée de la femme, comme si tout le reste de l'année c'était la journée de l'homme. Non, parce qu'il n'y a aucune journée qui s'appelle journée de l'homme. Donc, les hommes, je trouve qu'on est un peu délaissés parce qu'il n'y a pas de journée qui précisément dit aux gens aujourd'hui c'est le jour des hommes. On laisse deviner que c'est un autre jour, mais lequel? Bref. Soit dit en passant, dans cette mouvance actuelle où on balance son porc et on ne peut plus toucher les femmes qu'en leur faisant un fist bump, comme on dit, comme ça, éventuellement serrer la main, on voit un mouvement de fond se profiler où effectivement l'égalité salariale devient un peu le sujet qu'on voit partout. Je vois que même chez mon employeur qui se faisait un point d'honneur de vanter l'inclusion de toutes les minorités, il y a eu comme ça un clash au niveau avec le personnel en disant oui mais regardez un petit peu la différence salariale, pas au niveau de même, parce qu'on va vous dire oui à poste égal, à compétence égale, mais c'est jamais vraiment compétence égale parce que tu sais l'organisation du travail se fait parfois de telle sorte que par contre, si tu prends sur la moyenne, effectivement, tu regardes la moyenne du personnel féminin, la moyenne du personnel masculin, regarde, ça va pas. Donc, ils ont commencé à promouvoir des femmes un peu plus, à un point qu'ils se retrouvent dans une situation où ils doivent dire, voilà, on doit engager, on ne peut pas discriminer à l'embauche, on ne peut pas dire que des femmes, mais on peut. Donc, c'est un petit peu un sujet qui fait bouillonner, enfin, ça occupe les gens, je veux dire. Et bon, je suis tout à fait pour. Je veux dire, c'est ça peut-être la deuxième émancipation de la femme où on commence à battre à mal les tabous de milieux machistes dans lesquels il y avait certaines traditions, certaines coutumes. Je veux dire que certains agissements qui étaient reconnus comme faisant partie du décor. Je veux dire, la cuisine, en tout cas les cuisines professionnelles, ne sont pas exemple de tout ça. Ça a commencé avec le milieu du cinéma, avec ce gros porc là dont je ne vais pas citer le nom parce qu'il ne mérite pas cet honneur-là, et qui a dépassé les bornes et les femmes ont commencé à se rebeller. Je me dis comment ça se fait qu'elles ont mis autant de temps. Bon, finalement, le timing semble être bon et tant mieux, je soutiens entièrement parce que justement, il y a des hommes qui se comportent bien. Moi, je me considère faisant partie des hommes qui se comportent de manière décente et gentleman avec les femmes et j'ai toujours trouvé ces gros porcs comme étant finalement des nuisibles parce qu'ils font de l'ombre à tous ces hommes de l'ombre qui derrière respectent la beauté et l'intégrité des femmes et leur place en tout cas. Bon, je m'égare avec tout ça. Il me semble là oui. Qu'on va bien loin. Bref, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut rendre hommage à la gente féminine sans rentrer dans le cliché femme cuisine? Hein? Ben, ce n'était pas compliqué, il suffisait de prendre les appellations dédiées aux femmes. Voilà, et ça c'est un sujet de conversation que Guy qu'on a souvent eu ensemble, c'est qu'il y a des recettes qui portent des noms de femmes parce qu'on a voulu leur rendre hommage. Tu m'avais évoqué, à l'époque c'était souvent des stars, des vedettes du monde du spectacle. Les vedettes de l'époque en tout cas. En tout cas, à une époque, des vedettes du monde du spectacle, que c'était quoi, de la danse, c'était des chanteuses. C'était l'opéra, c'était le chant, c'était la danse, c'était la comédie, donc la tragédie ou la comédie, le théâtre, puisque le cinéma n'existait pas encore ou venait à peine de commencer. Je dirais au moment où on a donné à toute une série de recettes des noms de personnages. N'oublions pas que les moyens actuels audiovisuels finalement sont tout récents. La télévision, ça a 50, 60 ans pour dire. Et maintenant, bon, Internet, on va dire qu'il y a 20 ans qu'on peut commencer à communiquer via Internet et se voir et voir toute une série de films. Mais jadis, le seul média, c'était la presse écrite, c'était les livres et c'était les spectacles, évidemment. Et donc, on parle d'une époque qui est à peu près, 19e, 20e siècle, fin 19e, début ici, 20e. les grandes appellations de cuisine classique, si on se base sur un livre qui est vraiment presque la Bible des cuisiniers, c'est ce qu'on appelle le Gringoire et Saunier, c'est-à-dire le répertoire de la cuisine française. Et ce répertoire, il date, disons, du début du 19e siècle, puisque moi, j'ai ici une édition qui, bien sûr, est une réédition qui date des années 80, mais je pense que l'édition a été arrêtée en 1923. Donc, ce sont toutes des appellations de cuisine et de plats
qui date d'avant 1923. Bien sûr, depuis, il y a eu d'autres créations, hein. On n'en parle pas aujourd'hui, mais je vais parler des crêpes Mireille Mathieu pour prendre cet exemple-là. Il va de soi, malgré ce que les mauvaises langues disent, que Mireille Mathieu n'était pas née en 1923. Donc, c'est beaucoup plus récent, évidemment. Alors, effectivement, tu parles des crêpes Mireille Mathieu. Moi, j'aime bien les crêpes Suzette, qui portent aussi le nom d'une femme. Il y a beaucoup de recettes comme ça qui portent le nom de femmes. Oui, oui, tout à fait. Pour préparer cet épisode, tu avais l'air un petit peu, motivé. Tu as commencé à faire des recherches et on s'est rendu compte qu'il n'y a même pas de bouquin qui parle du sujet. Et je me suis même rendu à Paris pensant trouver dans un temple de la gourmandise, si je puis dire, qui est de la librairie gourmande. Et j'y suis allé il y a une semaine maintenant, en disant, voilà, je viens chercher un livre où il y aurait toute une série d'explications quant aux appellations. Alors au départ, j'avais deux sujets précis. D'une part, les appellations en général, savoir pourquoi telle chose s'appelle comme ça, mais je dirais avec des explications précises. Et je savais qu'un livre avait existé. Malheureusement, ce livre-là, d'après ce qu'on m'a dit, ou bien, il n'en avait pas connaissance, ou bien ce livre-là a peut-être existé, mais il n'est plus, je dirais, vendu, il est épuisé, ou bien il n'a jamais existé. Bon, voilà. On m'a conseillé évidemment d'aller faire des fouilles à la Bibliothèque nationale de France. Maintenant, bon, j'étais à Paris pour une journée, il n'est pas question d'aller faire des recherches à ce moment-là. Donc ce livre-là, en tout cas, on va dire qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus. Et puis un autre livre, était un livre consacré aux femmes qui avaient inspiré les cuisiniers. Et là, de nouveau, le livre n'existe pas, donc à la limite, lorsque j'aurai du temps disponible, je peux toujours envisager de l'écrire. Voilà, ou alors s'il y a un historien qui aime bien passer du temps à la Bibliothèque de France et qui a envie de nous aider. Il y a peut-être une thèse qui a été faite, hein, on ne sait jamais, hein, c'est possible. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un bon sujet de livre, en tout cas pour notre prochain livre. Parce qu'en fait, la difficulté, quand on prend le répertoire de la cuisine française, on voit des centaines, je n'ai pas dit des dizaines, je dis des centaines d'appellations où on se doute bien qu'il s'agit d'appellations qui portent le nom d'une femme. Quelquefois, c'est évidemment très parlant. Hein. Si on voit entre côtes Rachel, on se doute bien que Rachel, c'est pas le nom d'un homme ou bien d'une région. Mais encore faut-il, dans ce cas-là, c'est assez facile, on va sur Internet, bon Dieu merci, Internet existe maintenant, et on a quasiment l'explication. Mais quand on a une appellation comme par exemple favorite, on sait ce qu'était une favorite, c'était généralement à la cour de France une princesse ou en tout cas une dame qui avait les faveurs du roi. Mais quand on dit favorite en général, de quelle favorite s'agit-il? Est-ce que c'est une favorite sous Louis XIV, sous Louis XV? On n'en sait rien. Or, à l'époque où on a créé la recette, où on a donné l'appellation, on pensait évidemment à une dame en particulier. Hein, de même, trouver quel est le chef qui a je dirais, qui a composé la recette et qui l'a dédiée, qui est-il? Ce n'est pas toujours évident. Donc, ça demande vraiment des recherches assez pointues. Il faudrait même aller voir dans d'anciens livres de cuisine pour voir l'occurrence de l'appellation, voir à partir de quelle époque elle a commencé à exister et pour aller donc justement rechercher la personne à qui elle est dédiée. Et ce n'est pas toujours facile, évidemment. Donc, tu as trouvé des centaines et des centaines. Donc, on pourrait faire une série de podcasts rien que sur ça. Oh oui. D'ailleurs, j'ai même envie, hein, et ça, on en a parlé, je dirais, en préparant cet épisode, oui. Oui, voilà, de faire ça par thème. Par exemple, de choisir un jour toute une série d'appellations dédiées à des personnages du théâtre ou bien de l'opéra. Et là, à ce moment-là, on n'est pas seulement réservé aux femmes, on peut très bien avoir aussi bien Rossini, qui n'était jusqu'à preuve du contraire pas une femme, que Aïda, hein, qui est un personnage d'opéra. Il y a donc à la fois des personnages qui sont des personnages réels, mais également des personnages fictifs qui sont finalement non pas les noms de scène, mais les rôles interprétés par des personnages, je dirais, bien en chair et en os, qui ont parfois eux-mêmes donné leur nom à une appellation culinaire. Une petite question. À vue d'œil, tu as vu plus d'appellations portant des noms de femmes ou portant des noms d'hommes? Je dirais que c'est à peu près la même chose parce qu'en fait, au niveau des appellations de femmes, c'est donc surtout cantonné dans les appellations d'origine artistique. Tandis que pour les hommes, on a aussi beaucoup d'appellations qui sont des appellations dues à leur origine aristocratique ou noble. Et là, il faut reconnaître que sous l'Ancien Régime, bon, il y avait énormément de personnages qui étaient des personnages qui disposaient par exemple d'un cuisinier attitré et auquel le cuisinier a donné le nom d'une préparation. Par exemple, bon, la pralin, c'est l'appellation d'un personnage de la noblesse, de l'aristocratie, et non pas d'une femme. Et toute une série d'appellations comme ça font référence à des titres de noblesse
Et là, c'était quand même au départ des hommes qui les portaient. Alors, oui, on en a trouvé des centaines, on en a parlé, je veux dire, c'est peut-être l'épisode qu'on a passé le plus de temps à préparer. On en a parlé pendant, je veux dire, littéralement des heures. On en a parlé des heures, oui, effectivement. On a passé en revue des dizaines de noms. Et puis, finalement, il y a deux choses. Premièrement, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles sur Internet même qui parlaient des recettes qui portent de nom de femmes. Il y a l'appellation générale dont tu m'avais déjà parlé de bonne femme. Donc, ça, c'est autre chose que tu voulais parler, c'est la recette bonne femme. Donc, moi, je Oui, connais alors en fait, l'appellation bonne femme est une appellation qui concerne une quinzaine de plats ou de produits différents. Et ça sera l'objet d'un épisode à part entière où je vous expliquerai au travers de ces 15 plats comment se précise l'appellation bonne femme. Parce qu'on pourrait croire, évidemment, il y a forcément un fil conducteur, hein, mais je dirais que quelquefois, le fil conducteur se rompt et pour un plat, eh bien, on part vers autre chose qui n'est absolument pas dans la lignée des appellations précédentes. Et Oui, ça doit faire l'objet. Oui, voilà. c'est pas comme les plats Joséphine Baker, qui a eu plusieurs plats parce que tout simplement il y avait de la banane dedans. Donc le fil conducteur, c'était la banane. Mais tu vas me Voilà, dire, c'est ça. pour le bonne femme, il n'y a pas un. Si, il y a un fil conducteur, hein, nous en parlerons plus précisément. Alors, il y a à la fois le champignon, les lardons et les petits oignons. Bon, il va de soi que ce sont comment dirais-je moi, des produits qu'on retrouve généralement dans cette appellation-là, mais qui ne se déclinent pas toujours par trois. Je vais prendre un exemple. Un filet de poisson bonne femme, il n'y a pas de lardon dedans. Si je prends l'exemple du potage bonne femme, il n'y a ni lardon, ni oignon, ni champignons. Si on prend les choux de Bruxelles bonne femme, il n'y a aucun de ces produits qui entre dans la composition. Ok. Donc c'est un petit peu au cas par cas que l'appellation bonne femme se décline, tout en sachant aussi que pour cette appellation, il y a un petit peu erreur sur l'appellation, je m'explique. Quand on parle d'une bonne femme maintenant, on parle surtout d'un remède de bonne femme, avec une connotation qui peut être aussi bien positive que négative. Quand on dit un remède de bonne femme, ça peut être un remède, je dirais, un peu ancien et qui a fait empiriquement un peu ses preuves, comme on peut dire aussi que c'est un remède qui ne sert absolument à rien, qui n'a aucune valeur. Oui. Alors l'appellation bonne femme, c'est une appellation qui au départ vient de bonne femme écrit différemment, F-A-M-E, et qui est bonne réputation. Hein, et on retrouve l'origine de ce mot dans l'expression fameux, fameuse. Et en anglais, c'est fame. Hein. Ah oui, donc le mot F-A-M-E en anglais, effectivement, veut voilà. à garder cette connotation. À garder ce sens-là. Oui. Donc, ça veut dire que c'était au départ une recette, non pas une recette culinaire, mais une recette, par exemple, pour un produit de soin, hein, pour un remède. Et on disait c'est un remède de bonne femme, vous voulez, c'est un remède de bonne réputation. Donc c'est un remède qui était concocté à l'époque généralement avec des plantes, avec des produits, je dirais, qui n'étaient pas des produits chimiques tels qu'on les connaît ou en tout cas de synthèse. Et ce produit avait une bonne réputation pour soigner le mal considéré. Hein, donc c'était des emplâtres, c'était des tisanes, c'était des potions pour dormir ou que sais-je d'autre, ou pour avoir moins de douleur en tout cas. Et on disait que c'est un remède de bonne femme, donc c'est un remède de bonne réputation. Et puis après, l'expression a glissé vers femme F-E-2-M-E, donc l'épouse, la femme, la dame. Et là, on a dit, voilà, c'est une recette de bonne femme, donc c'est une recette de bonne réputation. Et puis, ben, on a perdu un peu ce sens premier de bonne réputation ou de qualité, pour devenir vraiment l'expression tout à fait imagée, bonne femme, en pensant, je dirais, soit à l'épouse, et qui est en fait finalement le féminin de bonhomme. Hein. Bonne femme et bonhomme, ce sont les deux pendants. Et comme ça, disons que l'appellation a perdu son sens premier pour aller vers autre chose, et c'est devenu un petit peu une appellation à connotation ménagère. Donc une recette bonne femme, ce ne sont jamais des recettes, je dirais, de grande... comment dirais-je moi, de grand luxe. Il n'y a jamais de truffes, il n'y a jamais de foie gras, il n'y a jamais de homard. Tout ça, ce sont des appellations dont les produits vont plutôt aller, par exemple, le homard. Vous avez toute une série de préparations dites Victoria, hein, ou victoriennes. Eh bien, là, il y a du homard dedans, par exemple. Hein, parce qu'évidemment, la reine Victoria était supposée être un petit peu plus riche que n'importe quelle bonne femme qu'on croise. Oui, il y a moyen de faire, rien qu'avec les appellations Victoria, il y a moyen de faire plusieurs menus. Ah ben, on peut faire, non, peut-être pas plusieurs menus, mais en tout cas un menu entier. Oui. Bon, comme bonne femme, vous allez vous en rendre compte quand on fera l'épisode, et c'est ça qu'il faut peut-être mieux en parler à ce moment-là. On peut faire un menu entier, on commence par le potage, on termine par le dessert, en passant par la viande et le poisson, donc il n'y a pas de problème. Donc en fait, bonne femme, les recettes bonne femme ne sont pas inspirées par des femmes à la base. Les recettes bonne femme ne sont sans doute pas inspirées par
les femmes, ce sont des inspirations, je dirais, de type générique, voilà. Voilà, donc elles emportent le nom. Tout en ayant la connotation d'une cuisine, on va dire, ménagère ou populaire. Voilà. OK. Donc on va maintenant parler des appellations qu'on va voilà, aborder aujourd'hui. on a quand même, on a jeté notre doigt velu sur oui, on va dire oui, non. Parce que je voulais parler de cela parce que c'est des noms que je connais, c'est des noms qu'on voit souvent à la carte, qu'on voit dans les livres de recettes actuellement. Parce que tu m'en as cité tellement que je me dis, mais ça existe même seulement ça. Bref, c'est extraordinaire. Mais les 8 qu'on a sélectionnés là aujourd'hui, parce que sinon, on n'est pas parti pour des heures. Donc, ceux-là, comment dire? Mais ceux-là sont connus, je dirais, de beaucoup de monde déjà. Hein. Voilà. Donc, je voulais commencer tout d'abord par le prénom qui va revenir à la mode. Je le connaissais parce que j'ai une amie qui porte ce prénom-là et je la salue d'ailleurs. Et c'est le nom que la duchesse de Cambridge a donné à sa petite fille. Je parle de Charlotte. La Charlotte, un gâteau, un fameux dessert. Je me souviens qu'à l'époque, on se moquait de notre amie qui s'appelait Charlotte parce que c'était le nom d'un gâteau, mais c'est plutôt le gâteau qui a le nom d'une fille, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, pour connaître un petit peu l'histoire de ce gâteau, au départ, quand on parle d'une Charlotte, on parle d'une Charlotte aux pommes. Oui. Hein. Alors, à qui fait-on référence? Alors, le personnage historique qui a donné le nom au dessert à l'origine, c'est une reine de Grande-Bretagne qui était donc Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, et de son vrai nom Sophie Charlotte même, hein, et qui était l'épouse du roi George III d'Angleterre. Alors, c'est une dame qui a vécu, je dirais, essentiellement au XVIIIe siècle, puisqu'elle était née en 1744, et puis elle est morte un petit peu après la guerre, les guerres je dirais, mondiales du début du XIXe siècle. Donc elle est décédée en 1818, hein, après Waterloo bien entendu, mais c'est elle qui était la reine de Grande-Bretagne à l'époque de la bataille de Waterloo. Ah. Alors comment est-ce que cette dame, cette Charlotte, s'est retrouvée à être l'épouse d'un roi de Grande-Bretagne? Bon, il faut savoir évidemment que par le passé, les princes souverains allaient chercher leurs épouses dans quasiment tous les pays d'Europe, hein, on va pas dire du monde, mais d'Europe de l'époque, au gré des alliances, au gré, je dirais, de la politique. Hein. C'était pas toujours des mariages d'amour, c'était très souvent des mariages arrangés parce qu'il fallait que deux États qui avaient, disons, des petits contentieux, fassent la paix. Alors généralement, il y avait même un échange, je dirais, réciproque. Le prince d'un pays épouse la princesse d'une autre, et puis le prince du pays, donc quasiment le frère de la sœur, épousait lui, je dirais, une cousine, une nièce ou une sœur du premier Et souverain. c'est comme ça qu'ils ont fini tous cousins. Alors, c'est comme ça qu'ils ont fini tous cousins. Alors, dans le cas de la princesse Charlotte ici, il faut se rappeler qu'avant la reine Victoria, puisqu'elle était la grand-mère de la reine Victoria, nous étions dans ce qu'on appelle la dynastie de Hanovre. Hanovre, c'est une ville du nord de l'Allemagne, et les souverains de Grande-Bretagne étaient également, généralement, rois ou ducs de Hanovre. Et donc, c'est donc en fait finalement une parente, ou presque, que le roi George III épousait, puisqu'à l'époque tout le monde était cousin, cousine de près ou de loin, et donc il a épousé une princesse allemande qui est devenue reine de Grande-Bretagne. Et alors en son honneur, on a réalisé un dessert qu'on a finalement appelé une Charlotte. En quoi consiste la recette de la Charlotte? Alors la Charlotte, à l'origine, elle est un petit peu différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que maintenant on trouve des Charlottes aux fraises, des Charlottes au chocolat, des Charlottes à l'ananas, des Charlottes avec des crèmes bavaroises. Au départ, la Charlotte, c'est une Charlotte aux pommes. Et alors on réalisait la recette en deux grandes phases. D'abord, on faisait une brioche ou un biscuit brioché, et on faisait une compote bien sèche, avec des pommes bien entendu et du sucre. Alors on prenait un moule qui plus tard a pris le nom de moule à Charlotte, on enduisait ce moule avec du beurre fondu, également du sucre, on enduisait également les tranches de brioche avec du beurre, et on plaquait ces tranches de brioche dans le fond du moule et sur les côtés. Et puis on mettait une première couche de compote de pommes bien sèche, on remettait comme ça une couche de brioche beurrée, on remettait de la compote et ainsi de suite jusqu'au dessus, et le dessus évidemment on remettait donc de la brioche en fines tranches qu'on allait de nouveau passer au beurre. Alors tout ça a été cuit au four de manière, je dirais, à homogénéiser et solidifier le dessert en tant que tel. Alors l'extérieur allait légèrement caraméliser puisque le beurre et le sucre avec la chaleur du four allaient donc former un léger caramel. On démoulait bien entendu la Charlotte par la suite et elle se mangeait tiède ou froide généralement, accompagnée éventuellement de ce qu'on appelle une crème anglaise. Ça c'est la recette de base. Et puis après ça, on a dit, bon, finalement, on pourrait utiliser le moule pour faire d'autres desserts. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé à faire des charlottes qui ne nécessitaient plus de cuisson. Je vais vous donner un exemple.
une charlotte aux pommes peut se réaliser d'une manière différente. À ce moment-là, on n'utilise plus de la brioche pour mettre sur les parois du moule, on utilise des biscuits cuillères ou des biscuits de type biscuit champagne, donc on appelle généralement des boudoirs. Hein. On réalise par la suite une crème anglaise qu'on va coller ou une crème pâtissière qu'on va coller. Donc coller veut dire qu'on va mettre de la gélatine et on va incorporer de la crème fraîche. Alors finalement, quand on fait ça, on a ce qu'on appelle un bavarois. Hein. On réalise donc une cuisson de pommes en quartier à la poêle qu'on va sucrer, qu'on va caraméliser et on alterne comme ça des couches dans la charlotte. On alterne comme ça des couches de pommes caramélisées et d'appareil à bavarois. On remet de nouveau à ce moment-là du biscuit, on l'imbibe éventuellement avec un alcool et on alterne comme ça des couches jusqu'au-dessus. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à faire prendre le dessert au frais. La gélatine va donc figer l'ensemble et puis on démoule, on garnit éventuellement de chantilly. Et comme on a vu que ça marchait avec les pommes, on a fait le même type de dessert aux poires, aux fraises, à la banane, à l'ananas et à tout ce qu'on veut finalement. Donc on voit qu'au départ d'une seule appellation qui consistait en un dessert qui était cuit au four et à la pomme, on est passé à des dizaines d'appellations. Et le mot charlotte est devenu un mot commun. Hein. Oui. On va parler d'un moule à charlotte, on va parler d'une charlotte aux fraises, d'une charlotte aux pêches, d'une charlotte aux nectarines. Et je vais dire, ce n'est plus une appellation, on ne dira plus tel produit Charlotte, on dira Charlotte à ceci ou à cela. Voilà. Ah oui, c'est pas un gâteau Charlotte, c'est une Charlotte à ça. Et ça n'a rien à voir avec la Charlotte qu'on met sur la tête? Alors la Charlotte, ben bon, je suppose qu'il y a aussi une analogie hein, un petit peu en fonction de la forme. Ah oui. Hein, Okay. Je crois qu'il y a un petit peu cette idée. Bon, la Charlotte, c'est un gâteau qui est un petit peu plissé comme ça, hein, puisque c'est un moule qui est généralement un moule cannelé. Et alors, je me demande s'il n'y a pas une analogie avec la forme du moule à Charlotte et le petit bonnet en papier, généralement maintenant, qu'on met sur la tête dans les cuisines de collectivité pour éviter la perte des cheveux dans les aliments. Dans les usines de production aussi. Et dans les usines de production, oui. Bien entendu. Hein. Certaines lignes de production sont obligées de porter ça pour éviter de perdre des cheveux. Mais c'est normalement une obligation légale de mettre une protection. Et il y a beaucoup de collectivités où la toque n'est même plus permise. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà expliqué lors d'un épisode, la toque au départ, elle n'est pas destinée à empêcher les cheveux de tomber dans la soupe. Hein. Oui. Elle était destinée à faire se tenir bien droit les cuisiniers parce qu'ils avaient tendance à se baisser sur leur établi. Et quand on avait une grande toque sur la tête, elle ne tenait pas en place, donc on était obligé de travailler droit. Hein. La véritable fonction de la toque, c'est celle-là au départ. Voilà. Ok, donc si finalement, la Charlotte sur la tête, bon, il ne faut pas se balader avec un Charlotte aux pommes sur la tête. Ah non, ça c'est mieux. Voilà. Donc, alors... Bon, la Charlotte aux pommes, elle a juste un effet. Hein. C'est que ça permet de faire repousser les cheveux. En effet. Vous savez pourquoi? Non. Ben parce que quand on va qu'une Charlotte aux pommes à la cave pendant 15 jours, on a des cheveux tout verts qui poussent après. Ah ben voilà. Voilà. Bien sûr. Alors, autre appellation que je voulais évoquer, c'était on en a déjà parlé dans le bonus de l'épisode 5, si tu te souviens. Donc, c'était vraiment au tout début, c'était dans les premiers mois où tu avais parlé justement, l'épisode 5, c'était le sirop de sucre simple et le coulis de fruits frais. Et en recette bonus, tu avais donné comme recette la pêche blanche, dessert de pêche blanche aux fruits noirs. Et tu avais évoqué justement la pêche melba. Oui. Alors, la pêche melba, c'est un nom qui a été inspiré par une femme. Ah oui, alors Nelly Melba, c'est son nom de scène, mais son vrai nom, c'est Hélène Porter Mitchell. Alors ça change évidemment un petit peu. C'est un peu moins glamour, oui. C'est un petit peu moins glamour. Alors Nelly Melba, donc Hélène Porter Mitchell, qui était-elle? Eh bien, c'était une cantatrice lyrique, donc c'était une chanteuse d'opéra, qui était née donc en Australie. Et elle a eu un très très grand succès parce que, bon, évidemment, elle ne s'est pas contentée de faire sa carrière en Australie. Elle est venue en Europe et c'est par Bruxelles qu'elle a commencé à faire sa carrière, puisque la première représentation qu'elle a faite sur le vieux continent, c'est en 1887 au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, qui est en fait l'Opéra de Bruxelles. En effet. Alors, Nelly Melba, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est une cantatrice évidemment qui s'est produite essentiellement au 19e et un tout petit peu au début du 20e siècle. C'est une cantatrice dont il existe des enregistrements. Ah oui. Donc, on peut aller voir sur Internet, on tape Nelly Melba, YouTube, etc. Et on entend la véritable Nelly Melba qui chante. Alors évidemment, comme c'était enregistré à l'époque sur des supports en cire ou je ne sais en quoi, mais enfin bon, ça chointe un petit peu. Oui. Il y avait des cylindres de cire et puis après il y a eu les premiers 78 tours, mais bon, ça gratte et ça chointe évidemment. Néanmoins, on peut encore, je dirais, c'est assez exceptionnel, entendre Nelly Melba chanter et finalement,
la dame qui a donné son nom à une recette qui est extrêmement connue, eh bien, on peut encore savoir comment elle parlait, comment elle chantait, quelle était sa tessiture. Alors, elle était évidemment extrêmement, je dirais, extrêmement connue, hein, ce qui veut dire qu'en fait, elle a inspiré non seulement Escoffier pour la pêche melba, mais, et c'est souvent le cas pour les artistes, elle a également inspiré une appellation de viande, hein. Il y a une garniture melba qui existe, Ah et qui oui. n'est donc pas bien sûr une appellation de dessert, hein. Alors pour vous donner ce que cette appellation précise, bon, c'est souvent pour des pièces de bœuf du genre filet pur. Donc on va d'abord sauter la viande, ensuite on va déglacer la viande avec du porto et puis ajouter de la demi-glace pour faire la base de la sauce. On va napper sur le morceau de viande et puis c'est la garniture finalement qui porte l'appellation, hein. Ce sont des petites tomates farcies avec un salpicon de volaille, c'est-à-dire des tout petits dés de volaille, donc on va dire du blanc de poulet, des truffes, des champignons, et tout ça aurait été lié avec un velouté et gratiné. Et avec ça, on ajoute des laitues braisées. Donc vous voyez que l'appellation, c'est souvent des appellations, je dirais, assez complexes, qui avaient comment dirais-je moi, une réalité assez complexe. Hein, c'était pas un seul légume ou une seule sauce qui donnait son nom à l'appellation, c'était tout un ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on avait comme ça des appellations aussi bien en dessert qu'en plats principaux, par exemple? Eh bien parce que l'imagination du cuisinier et surtout son désir de dédicacer la recette ne se limitait pas à un seul plat. Donc lorsque Escoffier recevait à Londres, à l'hôtel où il était, parce qu'il travaillait aussi bien au Ritz qu'au Savoy, hein, la cantatrice qui descendait là pour comment dirais-je moi, pour prendre une chambre. Bon, ils avaient des contacts, puisqu'à ce moment-là, bien souvent, on présentait aux cuisiniers les vedettes qui étaient à l'hôtel et inversement, puisque les cuisiniers à ce moment-là étaient aussi de très très grandes vedettes, et ça on l'oublie un petit peu, hein. On a l'impression que Paul Bocuse est le seul à avoir fait sortir les cuisiniers de leur cuisine, mais Ouais, au Escoffier, début c'était la célébrité avant Bocuse. voilà, c'est la célébrité de l'époque Oui. aussi. C'était, je dirais, le cuisinier par excellence. Il a laissé des livres et c'est pas n'importe qui. C'est un peu le Bocuse de l'époque finalement, hein. Oui. Donc, il n'était pas évidemment rare que les vedettes soient présentées aux cuisiniers et que le cuisinier, en leur honneur, leur dédicace une recette de sa création. Et c'est le cas de Nelly Melba, évidemment, Mais hein. tu sais d'où vient aussi cette tradition? C'est que souvent, ces divas et comment dire, ces vedettes qui débarquaient avaient toujours parfois de ces, comment dire à Bruxelles, de ces strips comme ça. Elles avaient des exigences un peu tordues, un peu bizarres. Et Ça donc, pouvait arriver il éventuellement. valait mieux que le chef s'entretienne un peu avec elle pour savoir qu'est-ce qu'elle aimait pas, histoire qu'il puisse lui préparer quelque chose, qu'elle fasse pas un esclandre en plein milieu du restaurant et que surtout, ça faisait partie du service pour qu'elle se sente vraiment chez elle. Et Oui, donc, maintenant, oui, tout à c'était fait. une publicité pour l'hôtel de recevoir cette personne-là. Si à chaque fois elle descendait à cet hôtel-là, du coup, tu avais encore le même effet que maintenant, hein, quand tu as Ah oui. quand t'as une célébrité qui porte un vêtement ou qui va à un endroit, tout le monde après veut y aller. Évidemment, si c'est Paris Hilton ou Madonna, évidemment, ça fait tout, ou bien Lady Gaga, ça fait toujours bien qu'elle aille à tel ou tel endroit. Voilà. Maintenant, dans le cas de Nelly Melba, apparemment, les choses étaient beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus limpides. Nelly Melba n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui avait des exigences particulières ou bien qui aurait voulu faire ce qu'on appellerait le buzz aujourd'hui. Tout simplement. Elle avait offert des places de thé. Bon, elle était descendue donc à l'hôtel où officiait Escoffier. Elle avait apprécié le repas et pour lui montrer je dirais sa satisfaction, elle lui avait fait parvenir des places pour aller assister à un de ses concerts ou à un de ses opéras, Représentations, oui. de ses représentations. Et alors Escoffier l'a rencontrée et pour la remercier, il lui a dédié expressément le nom d'une recette. Alors pour la petite histoire, elle chantait à l'époque dans un opéra de Wagner qui s'appelle Lohengrin. Dans la mise en scène de cet opéra, il y a à un moment donné un cygne à la fin qui vogue sur l'Escaut à Anvers et qui porte, disons, qui tire plutôt une barque. Et dans la barque se trouve un chevalier qui, à la fin de l'opéra, s'en va dans la brume, etc. Bon, et alors c'est donc en référence à cet épisode de l'opéra que la véritable pêche melba consiste en une glace qui est servie dans une coupelle en argent qui est portée par les ailes d'un cygne réalisé en glace vive. Donc, vous voyez un petit peu, quand on nous sert maintenant une pêche melba, ça n'a quasiment, enfin,
ça n'a plus autant On n'a plus le de signe show. sculpté dans la glace, quoi. Ah non, en tout cas, très rarement. Si on va sur Internet, on verra qu'il y a une photo d'une pêche melba réalisée selon la recette et surtout selon le mode de service de l'époque. Mais c'est vrai que ce n'est plus d'actualité pour une raison toute simple, c'est que pour sculpter en glace vive un cygne, bon ben il faut du temps. Vous imaginez à quel prix il faudrait vendre le Il dessert faut surtout un maintenant. sculpteur. Il faut un sculpteur. Mon Dieu, ça à l'époque, les cuisiniers étaient assez habiles, du moins certains d'entre eux, pour sculpter la glace vive. Maintenant, ce qui pourrait se produire, c'est qu'on ait des moules, je dirais, en forme de cygne qu'on pourrait remplir d'eau, faire congeler, puis qui se feraient démouler, donc des moules en résine En ou une silicone. matière Oui. de type silicone. Ce serait évidemment beaucoup plus facile. Et je pense d'ailleurs que ça existe. Hein. Je pense que ça existe, que j'en ai déjà vu. Mais bon, évidemment, ce sont des moules qui coûtent très cher et qu'on ne va pas utiliser comme ça. Puis ça prend Je la dirais pour place. faire. Oui, voilà, il faut. Si on doit en réaliser, je dirais pour un service, il faut peut-être en réaliser 20 ou 25 tous les jours à chaque service, et ça demande beaucoup de place, beaucoup de temps, etc. Bon, alors, en vitesse, comment la différence entre la recette à l'époque et maintenant? Ben, c'est-à-dire que bon, au début, j'ai travaillé il y a déjà très longtemps dans un établissement où la pêche melba consistait à prendre de la glace vanille industrielle. On mettait, enfin, c'était pas moi, hein, ils mettaient 2 ou 3 boules dans une coupelle. On mettait des pêches en boîte, donc des pêches jaunes en boîte Au au sirop, sirop ouais. dessus, et on arrosait avec un trait de grenadine, et puis on mettait de la chantilly et un petit peu d'amande. Bon, Voilà, une coupe melba. la recette d'origine, c'est un petit peu différent. D'abord, ce ne sont pas des pêches. Bon, c'est bien sûr de la glace vanille. Là, on y est, on reste à la base. Hein. Maintenant, les pêches, c'était des pêches blanches qui étaient pochées dans un sirop de sucre vanillé, qui était ensuite épluché, bien entendu. Il y avait un coulis de framboise et non pas de la grenadine. Hein. On mettait, alors normalement, la recette à l'origine ne prévoyait pas de chantilly. On mettait des amandes et puis on mettait ce qu'on appelle un voile de sucre filé. Alors, qu'est-ce que c'est du sucre filé? C'est un sucre qu'on a cuit à 1 degré de température qui permet, lorsqu'on trempe soit des fourchettes dedans, soit un fouet dont on a coupé les anneaux, qui permet, lorsqu'on secoue ce fouet disons, en l'air, de faire toute une série de fins fils. Disons que c'est un petit peu comme de la barbe à papa, mais fait avec des fils, voilà, tout simplement. Ah oui. Et alors, on mettait donc en plus un voile de sucre comme ça sur la glace. Bon, vous imaginez bien que faire ce genre de dessert est encore possible, mais le coût en main-d'œuvre et en infrastructure fait que c'est quasiment invendable dans la restauration traditionnelle. Oui, à l'époque, c'était surtout de la gastronomie de spectacle. Oui. Il faut dire, par exemple, qu'Escoffier lui-même a été le premier surpris parce que, bon, c'était l'initiateur de la recette et il a été un jour reçu à la cour des Pays-Bas. Et je ne sais plus, c'était pas la reine Wilhelmine, je pense que c'était la mère de la reine Wilhelmine, qui était à l'époque souveraine des Pays-Bas. Et en son honneur, on a mis la fameuse pêche melba comme dessert. Et la pêche melba qu'on lui a servie donc à la cour des Pays-Bas n'était déjà plus celle qu'il avait créée, lui, à l'origine. On avait déjà fourvoyé la recette. Oh. Bah, oui, Oh. voilà. Donc, en gros, on peut la faire un peu n'importe comment. C'est un peu comme la Charlotte, quoi, finalement. Ben oui, maintenant, bon, on va dire que dans le cas de la Charlotte, c'est plutôt un mode de préparation qui est passé à la postérité. Bon, à l'origine, il y avait bien sûr une recette qui était déterminée avec la Charlotte aux pommes et qui devait être cuite au four. Et puis après, bon, ben la Charlotte, ben on a appelé ça le moule à Charlotte. Et puis dans le moule, on a mis à peu près tout ce qu'on voulait finalement. Voilà. Hein, c'est comme un clafoutis finalement. Oui. La recette d'origine, c'est le clafoutis aux cerises. Maintenant, vous faites un clafoutis au mirabelle. Bon, ben c'est pas un drame non plus, quoi. Alors, on va rester dans le monde de l'opéra et on va rester surtout dans les coupes de glace parce qu'il y en a une que je retrouve très souvent sur les cartes des brasseries à Bruxelles, en tout cas. J'espère que, je ne sais pas à Paris si c'est la même chose, mais je parle de la poire Belle-Hélène. Oui. Alors, la poire Belle-Hélène, c'est aussi également un dessert qui est très, très connu et qui va de nouveau se référer non plus à une personne, mais en tout cas à un spectacle. Et le spectacle en question, c'est La Belle-Hélène, qui est donc un opéra bouffe en 3 actes de Jacques Offenbach. Opéra bouffe, Alors, Jacques c'est-à-dire... Offenbach, comment? Pourquoi tu dis opéra bouffe? Ben parce que c'est un opéra comique. Hein. Ah! Généralement, l'opéra, c'est une tragédie. On va prendre le cas de nombre d'opéras, disons, on va prendre Aïda, par exemple, hein, pour n'en citer qu'un, ou bien il y en a d'autres qui sont comme ça. Il y a une histoire, il y a souvent une femme qui est aimée d'un monsieur, ou qui aime un monsieur, mais qui lui a une autre liaison, donc il y a une rivale. Impossible. Hein, l'amour est impossible. Souvent, quelquefois, il y a un roi ou un souverain un petit peu exotique. Dans le cas d'Aïda, ça se passe à l'époque des pharaons.
Alors à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord de ce qui se passe, comme on dit, hein, un traître ou un autre rival qui va tuer un des personnages, et puis finalement l'intéressé, ce sont souvent des femmes d'ailleurs, de désespoir va finir par ou s'en aller, ça c'est le meilleur des cas, ou bien se suicider, et à la fin, C'est triste, c'est tragédique. c'est rarement ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Donc ça c'est l'opéra traditionnel qui est un opéra, je dirais, qui est plutôt tragique. Hein, la Norma de Bellini, c'est la même chose. Hein. Ouais. À la fin, il y a des morts, comme on dit. Hein. Bon, donc l'opéra, c'est ça. Et puis l'opéra bouffe, ce sont des opéras qui sont plutôt des opéras, je vais dire, de spectacles plus populaires, où là, il y a aussi une intrigue amoureuse, il y a aussi, je vais dire, parfois des morts, mais il y a surtout aussi des situations cocasses qui font qu'on y rit, on s'y amuse, peut-être davantage que dans les autres opéras, où on se contente simplement d'applaudir à certains moments et à la fin. Donc, La Belle Hélène. Alors, La Belle Hélène, eh bien, c'est au départ donc un opéra qui a eu énormément de succès, qui dure à peu près 2 heures, 2h30, et qui a été très, très, très suivi à la fin du 19e siècle, surtout en France, à l'époque, disons, du Second Empire, par exemple. Hein. Et alors, la comédienne qui avait interprété à l'époque le rôle titre, hein, en son honneur, eh bien, on a appelé un dessert, je dirais, de l'époque, qui était donc une glace vanille avec une sauce chocolat et une poire pochée. On a appelé ce dessert Belle Hélène en fonction du succès de l'opéra de l'époque, et surtout en fonction du succès de la comédienne qui interprétait généralement le rôle à cette époque. Est-ce que tu as réussi à retrouver le chef qui est à l'origine de cette recette? Comme pour la pêche melbasse, c'est Auguste Escoffier, hein, donc Encore lui? le grand cuisinier de la fin du 19e qui a composé cette recette. En fait, c'est en 1864 que l'opéra donc a eu le plus de succès. Et la cantatrice qui interprétait donc le rôle titre, c'était Hortense Schneider. Et en fonction du succès que la cantatrice en question avait, un jour où Escoffier avait le plaisir de cuisiner pour elle, il lui a dédié ce dessert. Alors à l'origine, j'ai trouvé ça dans certaines sources. C'est que maintenant, on met comme garniture des amandes effilées grillées sur la poire Belle Hélène. À l'origine, ce serait des pétales de violette cristallisées et non pas des amandes. Bon, voilà, Ouh. ça mérite peut-être un petit peu plus de recherche, mais ça prouve que les recettes évoluent avec le temps. Donc, faut croire que Escoffier, c'était le cuisinier chez qui il fallait manger pour se montrer. C'était le cuisinier du beau monde. C'était surtout le cuisinier qui officiait dans les plus beaux, dans les plus grands palaces de l'époque, aussi bien à Londres qu'à Paris, évidemment. Waouh. Et donc, il se faisait justement avoir ses faveurs en créant des recettes pour le Et en nom de les quelqu'un. dédicaçant. Oui. Est-ce que ça se fait encore de nos jours? Ça se fait encore, mais beaucoup plus, je dirais, discrètement, voilà. Ok. Bon, on va dire que la cuisine a un peu évolué depuis. La cuisine a évolué, effectivement. Et alors, surtout que, maintenant, je dirais que les chefs sont, eux, les vedettes. Et on n'a plus trop pris l'habitude de donner des noms, quels qu'ils soient, aux recettes. Généralement, on vous donne quasiment dans le menu, jusqu'au dernier ingrédient dans l'intitulé. Hein. Ah On oui. vous racontera que c'est une noisette d'agneau de Sisteron, avec ceci, avec cela, avec un jus à ceci, un jus à cela, une garniture comme ci, une garniture comme ça. Alors qu'avant, l'appellation simplement suffisait à dire tout ce qu'il y avait dans l'assiette, parce que les gens savaient ce que ça voulait dire, évidemment, à cette époque-là. Ce n'est plus le cas maintenant. Alors, bon, voilà, ça c'est pour la poire Belle Hélène. Une autre appellation qui porte un nom de femme, ma mère porte ce nom-là. Non, pas ma mère, pardon. Ma tante porte ce nom-là. Et c'est une chanson de Brel aussi très connue. Donc chaque fois que j'en mange une, il faut que je chantonne ça dans ma tête. C'est la Madeleine. Madeleine qui a fait son Oui, entrée dans la littérature même, avec Marcel tout à Proust, fait. qui en a parlé longuement. Oui, mais ce n'est pas Marcel Proust qui a créé La Madeleine, non. la Madeleine. Il faut quand même pas non plus inverser les choses. Hein. Alors la Madeleine, c'est un petit gâteau. C'est un petit gâteau, on va dire, petit gâteau sec dans le sens où ce n'est pas un gâteau garni. Hein. C'est une petite pâtisserie individuelle généralement, même s'il existe des madeleines parfois de grande dimension, qui est un petit dessert en forme de coquillage comme ça, qui est originaire de Lorraine. Alors il y a originaire de Lorraine, d'accord, pour ce qui concerne la France, mais ce n'est pas originaire de France à l'origine. Ah bon, parce que j'ai vu plusieurs histoires sur la Madeleine.
Oui. Alors, est-ce que tu as réussi à débroussailler le vrai du faux? Ben, en tout cas, en lisant, on trouve plein de choses, hein. Tout d'abord, c'est que la madeleine était un dessert qui existait de manière, je vais dire, un petit peu empirique comme ça, en Lorraine, avant qu'on ne commence à en parler et avant surtout que ce petit biscuit ne porte le nom de madeleine. Donc, à l'origine, il paraîtrait que la recette de la madeleine était arrivée d'Espagne par des pèlerins français qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors maintenant, on cuit la madeleine dans un petit moule en fer blanc ou en inox ou en alu ou Oui, et c'est en cannelé en téflon. dessous. C'est cannelé, ça ressemble un petit peu à un coquillage. Si vous retournez la madeleine, vous verrez que ça ressemble un petit peu, je dirais, à une coquille Saint-Jacques qui serait étroite. Mais à l'origine, on cuisait la madeleine, paraît-il, dans de véritables moules, je dirais, dans de véritables coquilles Saint-Jacques. Donc la madeleine était beaucoup plus large et elle était Ah. striée. Et alors, comme ce n'était quand même pas la meilleure des solutions, parce que je suppose que bon, il faut d'abord se procurer les coquillages en question, et puis je suppose qu'ils ont une moins grande résistance à la chaleur des fours, à l'usage, que des moules en métal. Le moule a évolué et il s'est rétréci. Donc on est passé d'une madeleine très large en forme de véritable coquille Saint-Jacques à une madeleine beaucoup Mais plus étroite, qui est celle que nous connaissons il maintenant. faut savoir qu'à l'époque, le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était un peu comme le pèlerinage à la Mecque pour les musulmans. C'était quelque chose qui était presque obligatoire pour tous les chrétiens Mais d'Europe. en fait, il y avait trois grands pèlerinages à l'époque en Europe, hein. Le plus important, c'était le pèlerinage à Rome. Ça, Oui. c'était le plus important. Ensuite, il y avait le pèlerinage en Terre Sainte et d'autre part le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était vraiment les trois grands pèlerinages qu'on se devait d'effectuer quand on en avait les moyens, ou en tout cas un de ces trois-là. Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, pardon, c'était un pèlerinage de pénitence. On faisait pénitence en Oui, s'y oui, rendant oui, à oui, bien pied, sûr, et bien les sûr. pèlerins se reconnaissaient parce qu'ils portaient autour du cou une coquille Saint-Jacques pour En montrer fait, qu'ils il étaient... l'apportait surtout, c'était en revenant, parce qu'en y allant, il n'avait pas, évidemment. Et surtout le chemin parce qu'il y a les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Tout à fait. et surtout comment dire, le chemin était balisé avec des coquilles Saint-Jacques. En tout cas, quand il y avait des hospices ou des hospitalets destinés aux pèlerins qui se rendaient là-bas, ils se faisaient reconnaître en disant les pèlerins peuvent s'arrêter ici avec une coquille Saint-Jacques. C'est un peu comme la... Mais c'est encore le cas, hein? Oui, mais maintenant il y a une station-service, comment dire, Oui. une marque d'essence qui porte le même symbole. Mais c'était un peu comme, par exemple, les restaurants des routiers qui portent un symbole reconnaissable. Bah, tu avais à l'époque la même chose pour les pèlerins, tu avais une coquille Saint-Jacques. Justement, j'ai une madeleine devant moi, là. Et effectivement, je vois qu'il y a un côté qui est plat et l'autre côté qui est un peu calé. Effectivement, c'est un peu comme si on avait squeezé, enfin, compressé un coquillage. Et puis, alors, elle est bombée comme ça sur un côté. Mais donc, alors, la madeleine, pourquoi on appelle ça une madeleine? À la base, c'est quand même le Ah, prénom de femme. c'est le prénom de femme et c'est justement une femme qui intervient dans la petite histoire. Donc la madeleine existait en tant que préparation pâtissière donc en Lorraine. Et il se fait qu'à la fin, disons dans la seconde partie en tout cas du XVIIIe siècle, en Lorraine, il y avait un souverain viager qui se trouvait là. C'était le duc de Lorraine, Stanislas Teksinski. C'est pas un nom lorrain, ça. Pour la petite histoire, c'était un souverain qui était originaire de Pologne, qui avait été roi de Pologne de toute façon, qui avait fini par perdre son trône. Mais ce qui est important, c'est que sa fille avait épousé le roi Louis XV. Donc, le roi Louis XV lui avait donné en viager le duché de Lorraine, de manière à ce que son beau-père, finalement, ne soit pas un miséreux expulsé de Pologne et n'ayant aucune prestance. Et il se fait que, donc, il va agir en souverain hein, pendant les presque 30 ans que va durer son règne sur la Lorraine. Il va donner des festivités et un beau jour, le voilà dans son château de Commercy, donnant une festivité et il y a un petit, comment dirais-je, un petit différend qui va arriver entre l'intendant et le cuisinier qui s'occupait du festin de ce jour-là. Alors, ben voilà, ils se sont disputés. Qu'est-ce que le cuisinier a fait? Ben, il est parti avec ses clics et tac-tac et il a pris le dessert avec lui. Il a rendu son tablier. Il a rendu son tablier en emportant le dessert pour mettre bien tout le monde dans l'embarras. Ah, Donc, ben voilà qu'à ce moment-là, voilà le festin qui n'a pas de dessert, hein, donc évidemment pas question de laisser les choses aller comme ça. Et il y a une cuisinière, une assistante hein, qui était là dans la cuisine, qui bien sûr n'est pas partie, et qui a dit ben moi je veux bien tirer
l'intendant de l'embarras dans lequel il se trouve, puisque finalement c'est lui qui devait rendre des comptes au duc de Lorraine, et elle a dit bon ben moi je veux bien préparer un dessert qu'on fait dans ma famille depuis déjà des années. Et en fait c'était elle la servante d'une marquise, c'était la marquise de Perrotin de Beaumont qui était elle invitée donc ce jour-là. De sorte que bon elle a réalisé son dessert, elle a réalisé sa madeleine, donc dans les moules au départ, donc dans les moules en forme de coquille Saint-Jacques, on a servi ça à l'assistance, et à la fin du repas, le duc a trouvé ce petit dessert assez à la fois et original et agréable. Il a demandé à rencontrer, dit-on, le cuisinier ou la cuisinière qui avait réalisé le dessert. On lui a présenté Madeleine. Et surtout qu'il avait sauvé Et son il repas. était tellement, oui, mais disons que lui, mon Dieu, il s'en fichait un petit peu, hein. C'était plutôt l'intendant qui était dans ses petits souliers, hein. Donc là-dessus, il a remercié Madeleine en disant que dorénavant, le petit gâteau qu'elle avait là servi ce jour-là s'appellerait une Madeleine, et c'est ainsi que son nom est passé à la postérité. J'ai commencé à manger ma madeleine. C'est vrai que c'est quelque chose que j'arriverai pas à m'en passer. C'est super bon comme. Ah ben voilà. C'est un bon petit encas. Ça va très bien avec le café. Ouais. Autre avantage en fait de la madeleine, hein, parce que c'est ce qui a fait son succès, c'est que c'est un petit gâteau sec qui se conserve assez facilement, de sorte que lorsque les transports ont commencé à se démocratiser, entre autres le chemin de fer, hein, eh bien, quand la ligne de chemin de fer est passée par Commercy, là où non pas est née la madeleine, mais là où en tout cas on continuait à la produire, hein, donc de manière artisanale, eh bien les voyageurs, je dirais, s'empressaient d'acheter donc cette madeleine à des vendeuses qui se trouvaient sur les quais. Et c'est ce qui a fait que le dessert, le petit gâteau, est passé à la postérité, je dirais, dans la France entière, et qu'on en parle encore aujourd'hui. Oui. Et donc la madeleine à l'époque et la madeleine telle qu'on la connaît maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Les produits employés sont toujours les mêmes, hein. Bon, la madeleine, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est de la farine, c'est du sucre, c'est du beurre et des œufs, bien entendu, et un peu de vanille pour aromatiser. Donc, la recette de la madeleine n'a pas vraiment changé. Elle est restée quasiment intacte. La seule différence, c'est que maintenant, on va trouver, par exemple, des madeleines avec des raisins. On va trouver des madeleines qu'on a trempées dans du chocolat, des choses pareilles. Mais la recette de base, la pâte en elle-même, quand on dit madeleine, je vais dire à l'origine, c'est une madeleine toute simple, qui a simplement la forme d'un coquillage, point à la ligne. Donc ça n'a pas vraiment changé. Évidemment, maintenant, le produit s'est fameusement industrialisé, puisqu'on trouve des madeleines dans la biscuiterie industrielle, emballées individuellement ou pas, Voilà. avec du cello, et qui se conservent pendant des semaines, évidemment, avec dans des les conservateurs magasins. dedans et à l'huile de palme, comme ça le rend très onctueux. Ah, ça, c'est clair que si on remplace le beurre par l'huile de palme, on a évidemment quelque chose d'assez qui chatouille le palais. sensationnel. Oui. Ça chatouille le palais, voilà. Donc, si vous voulez vraiment faire des madeleines originales, il suffit de mettre de côté les coquilles Saint-Jacques et de cuire vos madeleines dedans, en fait. Oui. Et puis après, il y a l'expression, hein, la Madeleine de Proust, en fait, hein. Oui. Alors, bon, la Madeleine de Proust, évidemment, ça fait référence à l'écrivain du même nom, dans un de ses romans qui s'appelle À la recherche du temps perdu. Hein. Et alors, du côté de chez Swann, qui est un des romans donc de cette œuvre À la recherche du pain perdu, on évoque le fait, voilà, du temps perdu, on évoque le fait de tremper une madeleine dans une tasse de thé aux 4 heures, hein, et qui déclenche comme ça toute une série de souvenirs et toute une série d'émotions, voilà. C'est presque un orgasme gustatif. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Non. Et donc, c'est passé, disons, en tant qu'expression pour tous les événements ou toutes les situations où on éprouvait ce genre de sentiments. Non, donc pour l'auditeur ou l'auditrice qui nous écoute, Guy a fait un petit lapsus en parlant de À la recherche du pain perdu, qui était en fait non, c'est du temps perdu. Qui était en fait le nom du club gastronomique que nous fréquentions ensemble. Assidûment à une époque, voilà. À une époque où nous vivions encore dans le même pays. Voilà. Donc. Exactement. Après la madeleine, un autre dessert qui est encore connu de nos jours, c'est la pavlova. Pavlova qui porte le nom d'une femme de nouveau. Tout à fait. Tu peux nous en dire quelque chose? Alors, la pavlova, c'est, d'après la consonance, vous en doutez, un nom slave, puisque c'est un nom russe. Et on fait référence avec ce dessert à une danseuse qui était également extrêmement célèbre, qui est née à Saint-Pétersbourg à la fin du 19e siècle, et qui a été connue dans toute l'Europe en tant que ballerine russe.
Alors donc les ballets russes ont eu une grande renommée à la fin du 19e, au début du 20e siècle, à l'époque où c'était Serge Diaghilev qui se chargeait donc de leur direction. Alors on faisait venir comme ça des danseurs et la troupe entière de Saint-Pétersbourg se produire dans tous les pays d'Europe, dans toutes les plus grandes maisons, sur toutes les plus grandes scènes, hein, que ce soit à Paris, à Londres, à Bruxelles. Et une des danseuses les plus en vogue à l'époque, c'était Anna Pavlova. Alors, on ne sait pas, je pense que le dessert existait en fait, je dirais de manière concomitante. À mon avis, ça n'a pas été un dessert qu'on lui a dédié précisément. On dirait que c'est bien tombé. Le dessert à l'origine, c'est une meringue garnie de crème fraîche et des fruits rouges. On trouve maintenant évidemment des pavlovas à toutes les sauces. Et la caractéristique de ce dessert à l'origine, c'est de ne pas être un dessert qui est très apprêté. Si vous vous rendez sur Internet et que vous voyez à quoi ressemble la pavlova, vous aurez deux grandes catégories. Vous avez d'une part des desserts qui sont très structurés, très finement décorés, très réguliers. Et puis vous avez d'autre part, je dirais, des desserts où on a simplement mis de la meringue un peu informe comme ça sur une plaque pour la faire cuire. On a garni avec de la chantilly, même pas toujours à la poche à douille. Et puis on ajoute des fruits rouges. Ça peut être des fraises, ça peut être des framboises, des myrtilles. On met même des mûres qui sont des fruits noirs. Quelquefois, on assemble ces fruits de manière très méticuleuse, et d'autres fois, on les met quasiment en vrac comme ça, sans aucune précision. Mais je vois ici sur la Wikipédia en anglais, en tout cas, que la pavlova aurait été originaire, le dessert d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Oui, tout à fait, hein. On dit qu'elle a été créée en Australie et en Nouvelle-Zélande dans les années 20, mais à l'occasion de représentations de Anna Pavlova, justement, hein. Ah oui, donc elle était de passage Donc dans le coin. elle est toujours, je dirais, liée à l'origine du plat, mais sans qu'on ne lui en ait vraiment. Ce n'est pas un cuisinier, à mon avis. Bon, il y a sûrement un cuisinier qui y a pensé, mais ce n'est pas aussi formel que dans le cas de la pêche melba ou de la poire belle Hélène, où on sait que c'est Ritz qui a, je dirais, vraiment dédicacé le dessert. Disons qu'ici, ils disent que la traditionnelle comporte des fruits, elle est garnie de fraises et de kiwis. Bon, alors, dans les années 20, le kiwi était très courant en Nouvelle-Zélande, je veux bien comprendre, mais chez nous, c'était pas très courant, ce genre de fruits. Non, tout à fait. Alors on parle de toute une série de dates, hein. On dit même que c'est le chef d'un hôtel de Wellington où la Pavlova avait séjourné en 1926 lors de sa tournée mondiale, qui a dédicacé cette recette, mais je n'ai pas trouvé comme ça le chef précisément qui l'a fait. Maintenant, effectivement, ça peut très bien avoir été réalisé pour la première fois en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de problème, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a aussi des recherches contradictoires qui disent que ce dessert aurait été inventé aux États-Unis et inspiré d'un plat allemand. Tout à fait, c'est ce que je lis aussi, voilà. Donc effectivement, elle a fait tourner beaucoup de têtes, cette pavlova, alors. Ah ben oui, c'était un petit peu comme à l'époque, il n'y avait pas de chanteuse, disons, de variété, de rock ou autre, donc forcément, c'était comme artistes, les danseuses, les tragédiennes, les cantatrices, c'était les Lady Gaga ou les Madonna de l'époque, hein. C'était des femmes qui inspiraient, je dirais, tous ceux qui les voyaient, bien entendu. Et qui faisait tourner la tête. Et donc la pavlova, il y a une différence entre la recette originale et celle qu'on trouve encore maintenant dans les livres de recettes? Alors, je dirais pas fondamentalement. Ici à la base, c'est toujours une meringue française qui a été cuite au four, qui a été séchée au four. C'est toujours de la chantilly et ce sont toujours des fruits rouges que l'on met dessus. Hein, comme je l'ai dit, généralement des fraises, des framboises, des groseilles, éventuellement des petits fruits noirs tels que myrtille, mûre, cassis. Ça n'a pas changé vraiment. Et Non. donc comment tu composes comment tu procèdes pour ce dessert? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait une pavlova de grande dimension qui est coupée par la suite, soit on fait des pavlovas de petite dimension, et c'est plutôt celle-là qui aurait ma faveur. Alors, si vous faites une pavlova, oui, voilà. Si vous faites une pavlova de grande dimension, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait une meringue française avec autant de 2 fois plus de sucre que de blanc d'œuf, hein. On bat ces blancs, on les sucre, on met la meringue, je dirais de manière un petit peu informe comme ça par tas, légèrement arrondi quand même, sur un papier sulfurisé pour cuisson au four.
plus la meringue est grosse, plus longtemps le temps de cuisson et de séchage va être long. À ce moment-là, on considère qu'il faut une nuit réelle pour arriver à sécher la meringue à cœur. Donc, à la fin des cuissons, on met la pavlova au four et elle y reste jusqu'au lendemain matin. Elle est dans une étuve, dans une armoire chaude, généralement à 80, 90 ou 100 degrés. Le lendemain, donc, la meringue est séchée. Ensuite, on la garnit tout simplement de chantilly, donc crème fraîche sucrée, vanillée battue. Et ensuite, on ajoute tout simplement des fruits rouges. Alors, la meringue individuelle a plus ma faveur parce qu'on peut réaliser des petites choses bien plus précises, bien plus jolies. Là, on réalise des petites meringues rondes en forme de dôme d'à peu près 6-7 cm de diamètre. Là, vous remettez une belle bordure de chantilly bien dessinée et puis vous garnissez votre chantilly avec des fraises coupées en deux, avec un petit grappillon de groseille rouge, avec une framboise, avec une mûre, avec 2-3 baies de cassis ou de myrtille et vous avez quelque chose de très, très, très joli à ce moment-là. Et pour servir la pavlova, moi, je suggère de servir qu'un coulis de fruits rouges. Et ça, j'ai déjà donné la recette des coulis de fruits rouges. Oui. Dans un épisode précédent, ça va permettre de donner un petit peu comment dirais-je, de mouillant au dessert, qui est un petit peu sec. La meringue, c'est très sec de toute façon, et la crème fraîche n'a pas vraiment eu le temps de l'imbiber. Donc, le fait de mettre un coulis en même temps est un plus pour moi. C'est une façon d'agrémenter des meringues. Oui, tout à fait. Qu'on peut trouver dans le commerce aussi. On peut très bien acheter les meringues dans le commerce et on trouve ces coquilles de meringues toutes faites dans quasiment tous les magasins dans les boulangeries, mais surtout dans les magasins, disons, qui produisent déjà des produits pour les pâtissiers, par exemple. En effet. Donc, après la pavlova, je voulais parler d'un autre dessert, parce que finalement, il y a eu beaucoup de desserts, en tout cas, qui ont été nés. Juste une question, là, parce que moi, je me rends compte, en parcourant la liste qu'on a choisie, qu'il y a beaucoup de desserts, mais est-ce que c'est une préférence qu'il y a eu particulièrement plus de desserts, ou bien c'est juste parce les desserts ont plus de proportions à passer dans le temps? Je crois que les desserts ont une propension à rester plus longtemps dans le temps, ça c'est une chose. Et alors, on a perdu un petit peu la grandiloquence de la cuisine avec des appellations qui impliquaient toute une série de produits très pompeux. Par exemple, beaucoup de recettes à cette époque comportaient des truffes. Ah oui, encore maintenant, si tu vas dans un restaurant étoilé, il faut toujours qu'il y ait un plat avec une truffe dedans, quoi. Oui, peut-être bien, mais enfin, je vais dire à l'époque, dans quasiment, pas dire tous les plats, mais enfin dans énormément de plats, il y avait de la truffe. Et la truffe a quasiment disparu de la cuisine pour une question de non-disponibilité, tout simplement. Hein. C'est horriblement cher en plus. Et c'est très cher, puisqu'évidemment, elles sont devenues très rares. Alors, un autre dessert que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup quand mes parents en préparaient, c'était les crêpes Suzette. Oui, alors la crêpe Suzette, tout en sachant que la crêpe Suzette, telle qu'on la prépare depuis maintenant des dizaines d'années, n'a plus rien à voir, du moins a peu à voir avec la véritable recette de la crêpe Suzette d'origine. Suzette est bien un nom de femme quand même. Ah oui, tout à fait. Et Suzette, c'est le nom de Suzanne Reichenberg. Alors, oui, tout à fait. Alors, comment est-ce que Suzette a fini par avoir cette renommée de nouveau, hein? Faut-il croire que c'est lui qui a tout inventé? C'est de nouveau Auguste Escoffier qui est à la base de ce truc-là. Non, bon, alors, vieux, mais... oui, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Hein. Encore lui. Faut dire que c'est une référence. Hein. Alors, vous connaissez, vous, Marc, qui habitait là-bas en Angleterre, qui travaille à Londres, l'hôtel Savoy. Ah oui, c'est un endroit où même mes moyens ne me permettent pas d'aller prendre le thé là-bas. Voilà. Non, nous n'avons pas encore assez d'auditeurs pour ça. Hein. Oui. Alors, il avait été chef de toute une série d'hôtels en compagnie de son ami et patron qui était Ritz, César Ritz, qui lui aussi a créé un hôtel aussi bien à Paris qu'à Londres. Et à l'époque où Auguste Escoffier était cuisinier là-bas, il a eu l'occasion de servir le prince de Galles qui fut plus tard le roi Édouard VII. C'était donc le fils aîné de la reine Victoria. Alors, le roi d'Angleterre paraissait pour être quelqu'un qui adorait d'abord la France, qui adorait la cuisine française et qui se trouvait très généralement en charmante compagnie là où qu'il soit. Et il se fait qu'un beau jour, lors d'un des repas où de nouveau Auguste Escoffier officiait, la jeune femme qui accompagnait le futur roi d'Angleterre, mais qui était à l'époque le prince de Galles, Édouard VII. Oui, on dit le prince de Galles en Angleterre. On disait le dauphin en France et en Angleterre, c'est le prince de Galles. Alors, donc, il a créé une recette de crêpes qui sont les crêpes Suzette, puisque cette dame s'appelait Suzanne, donc il a appelé ça les crêpes Suzette.
et qui diffèrent un petit peu des crêpes actuelles. Alors à l'origine, il s'agissait de crêpes que l'on avait farcies avec un beurre que l'on avait sucré dans lequel on avait mis des zestes, du jus d'orange ou du jus de mandarine et de la liqueur. Alors qu'actuellement, les crêpes Suzette, ce sont des crêpes qui sont flambées. Donc la recette d'origine, ce n'était pas des crêpes flambées. Alors comment est-on passé de l'une à l'autre? Au départ, on faisait un gâteau de crêpes. Donc on réalisait des crêpes chaudes, on les tartinait avec un beurre, comme je viens d'expliquer, qui était sucré aromatisé à l'orange. On remettait donc de nouveau une deuxième crêpe, puis on faisait donc un gâteau de crêpes. Et on présentait le gâteau comme ça. Après ça, on a décidé, peut-être un petit peu à l'instar du plum pudding à l'anglaise, de flamber le gâteau de crêpes. Hein, et de le servir, donc, après flambage, avec l'alcool d'orange ou l'alcool de mandarine. Et puis après, ce dessert avait tellement de succès qu'on a été tenté de le réaliser de manière individuelle. Donc, plus question de réaliser un gâteau à ce moment-là. Il fallait réaliser des crêpes à la poêle. Alors, les crêpes à la poêle, comment est-ce qu'on les réalise? Vous vous rappelez que j'ai donné une recette de crêpes quand on a parlé des crêpes lors d'un épisode de La Chandeleur. Épisode 19. Et il y a deux types de crêpes en restauration. Il y a les crêpes moelleuses, qui sont des crêpes généralement qui contiennent un tout petit peu ou éventuellement en totalité de la farine fermentante et qui donnent des crêpes très tendres, très légères, mais surtout très fragiles. Hein. Oui. Donc ce sont des crêpes qu'on doit par exemple farcir à la cassonade ou à la confiture de framboise qu'on doit rouler et servir telles quelles. Par contre, lorsqu'il s'agit de manipuler des crêpes dans une poêle et dans du sirop, il faut une recette un petit peu plus solide. Hein. Et ce sont des crêpes qui sont à les manger nature un peu moins agréables parce qu'elles sont un peu plus cartonneuses, un peu plus dures. Mais par contre, c'est la seule solution qu'on ait. Lorsqu'on fait un sirop dans une poêle et qu'on y met les crêpes, on doit les retourner dans tous les sens, les déplier, les replier. Si on veut qu'elles tiennent et qu'elles ne se défassent pas en charpie, on doit mettre des crêpes plus solides. Alors, je vous donne un petit peu le mode opératoire. Dans une poêle, on met donc d'abord du beurre, on met du sucre, on mélange le beurre et le sucre et on fait chauffer et on fait un léger caramel. Ensuite, on va déglacer ce caramel avec un mélange de jus d'orange et de jus de citron. Alors, considérez au total que le jus de citron ne représente qu'un quart, hein, sinon c'est trop acide. Hein. Donc, un quart de jus d'orange ou éventuellement un quart de jus de mandarine. Alors, une fois que le déglaçage est effectué, on prend les crêpes, on les met dans la poêle. Hein, elles sont pliées en quatre sur le plat. On les déplie dans la poêle, on les arrose et on les replie. Une fois qu'elles ont été toutes repliées, on ajoute des zestes d'orange ou de mandarine qu'on a blanchis et qui sont taillés finement. Et puis, on va faire flamber avec l'alcool de son choix. Donc, ça peut être éventuellement du Grand Marnier, ça peut être du Cointreau, ça peut être une mandarine Napoléon. Donc, l'alcool qu'on a choisi en fonction du jus qu'on a utilisé. Et puis, on les sert. Et alors, il y a des variantes comme ça, qui est une variante avec une boule de glace. Et ça, c'est la variante de la crêpe comédie française. Ah oui. Eh oui. C'est bon, ça. Qui n'est pas... Oui, tout à fait. Et qui n'est pas une recette qui est reprise dans le répertoire de la cuisine. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une variante qui est plus récente en réalité. Et pourquoi elle porte ce nom comédie française? De nouveau, parce qu'on a sans doute voulu. On savait que la fameuse Suzette était une actrice et on a dit, on va honorer la comédie française en faisant une variante de la crêpe Suzette. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h à ce sujet-là. Mais c'est une appellation qui est beaucoup plus récente. Alors, il y a maintenant, ça c'est la manière de procéder, je dirais, lorsqu'on fait ce qu'on appelle un service à la russe, c'est-à-dire un service au guéridon, ou un service dans lequel on va encore faire des préparations magistrales en salle. On Et puis, il y a flambe maintenant la crêpe l'ersatz. devant les gens, oui. Il y a l'ersatz. Hein. À ce moment-là, on vous met une crêpe sur une assiette, on vous met une boule de glace, et éventuellement, on remet une deuxième crêpe, chaude évidemment. On arrive devant le client, on verse l'alcool et avec un allume-gaz, on fait flamber l'alcool. Alors on dit, voilà, ça c'est une crêpe comédie française. Et on fait la crêpe Suzette de la même manière, hein, en mettant simplement un peu de Grand Marnier dessus et puis on flambe devant le client. Mais c'est très 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 loin de la recette d'origine, évidemment, qui est beaucoup plus complexe et qui est évidemment meilleure. N'est-ce pas? Et donc, après, j'avais sélectionné, après le dessert, on va boire un cocktail. Alors, un cocktail qui est très connu, que tout le monde connaît normalement, en tout cas tous les amateurs de cocktails le connaissent, ça porte le nom d'une femme. Je veux dire, les cocktails qui portent des noms de femmes, il y en a aussi toute une série. Je vais prendre celui qui me vient le premier à l'esprit, c'est le Bloody Mary, qui veut dire la Marie sanguinaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Marie, pour mériter ce nom? Alors, la Marie sanguinaire ou la Marie sanglante. Alors, il y a plusieurs, je dirais, plusieurs explications quant à l'origine de ce cocktail. Alors, je vais quand même vous dire ce qu'il y a dans le Bloody Mary. Hein, parce que finalement, le Bloody Mary, c'est tout à fait autre chose qu'un simple jus de tomate dans lequel on a mis un peu d'alcool. Hein, et c'est souvent ce qu'on vous... Oui, c'est de la vodka. Alors, c'est souvent ce qu'on vous sert maintenant. On vous prend un jus de tomate en bouteille,
On vous met 4 centilitres d'alcool, donc de la vodka en l'occurrence, dessus. Et puis après, tiens, voilà, le Bloody Mary est terminé. Non, le véritable Bloody Mary, c'est un petit peu plus complexe. Alors, je vous donne la recette, n'est-ce pas? Il y a 4 centilitres de vodka par personne. Il y a 12 centilitres de jus de tomate. Alors évidemment, c'est très souvent du jus de tomate en bouteille, mais on peut prendre du jus de tomate frais tel que c'était à l'origine dans sa création. Et comment tu fais du jus de tomate frais? Tu le presses ou bien tu le On les centrifuges? mixe, hein. On prend des tomates, on les centrifuge, hein. Ok. Donc c'est pas de la purée de tomate. C'est pas de la purée de tomate qu'on aurait diluée, hein. C'est vraiment du jus de tomate centrifugé. Ok. Alors, un demi-centilitre de jus de citron. Il y a un demi-centilitre de sauce anglaise, donc sauce Worcestershire. Moi, ça se fait. Il y a 2 gouttes de tabasco qui vont donner un petit peu de peps. Il y a du sel de céleri. Il y a du sel et il y a du poivre. Ah oui, donc c'est quand même bien salé, c'est épicé, quoi. Oui, c'est épicé, hein. Alors, on va réaliser le Bloody Mary dans ce qu'on appelle un verre à mélange. Donc, on met tous les produits. On ajoute quelques glaçons. On va mélanger rapidement pour éviter, comme c'est déjà très liquide, que la glace ne fonde et qu'elle ne dilue le cocktail. Et puis après, avec un petit filtre qui est adapté au verre à mélange, on va très rapidement servir le cocktail. On va donc le faire couler, le verser dans ce qu'on appelle un verre tumbler. Ce sont les grands verres droits, je dirais traditionnels, entre guillemets, les verres à limonade quasiment, hein. Et alors, on va décorer pour que ce soit joli d'une petite branche de céleri. Voilà. Alors, ça, c'est le véritable cocktail Bloody Mary tel qu'il doit être réalisé si on veut qu'il porte vraiment ce nom-là. Alors, il y a plusieurs explications quant à son origine. Oui. Alors, bon, on sait qu'il a été créé apparemment en 1931. Donc, on a à peu près, disons, son pédigré. Hein. Et alors, on dit d'une part, je dis bien d'une part, qu'il tiendrait son nom d'une des reines d'Angleterre, Marie Tudor, qui était une reine, qui était donc une des filles du fameux roi Henri VIII, hein, qui avait eu 6 épouses. Et alors, cette Marie Tudor, elle était catholique, hein, puisque nous sommes à l'époque du schisme qui a mené à la séparation de l'Église d'Angleterre et de l'Église catholique romaine. Alors, comme elle était catholique, forcément, elle s'est arrangée pour essayer de supprimer un maximum de personnes qui avaient embrassé la foi protestante en Angleterre. Et comme ça n'avait pas été, disons, fait dans la dentelle, elle a porté le nom de Marie la Sanglante. Et alors, comme le cocktail était de couleur rouge, donc sanglante, on lui a donné ce nom-là. C'est une des possibilités. Alors, autant savoir que la fameuse Marie Tudor, elle a été décapitée et que c'est sa sœur Élisabeth qui l'a remplacée, donc Élisabeth Ière d'Angleterre. Alors, l'autre origine, ce serait le romancier Hemingway. Alors, Hemingway qui se trouvait... Oui, tout à fait. Et qui lui se trouvait... C'est plus récent, ça. Non, c'est toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas l'époque. Ce n'est pas l'époque de la première reine Victoria. C'est ici au début. C'est ici évidemment au début donc du XXe siècle. Et on dit que Hemingway aurait été au bar du Ritz et qu'il avait un problème, c'était que quand il buvait, parce qu'il était assez porté sur la boisson apparemment, quand il buvait, sa femme s'en rendait compte. Hein. Et alors il avait demandé au barman de l'époque de lui concocter un cocktail qui allait être suffisamment neutre pour lui permettre de boire de l'alcool tout en n'étant pas, je dirais, décelable à la laine. Alors il faut dire que le jus de tomate masque relativement bien l'alcool, que la vodka, ça ne sent pas très fort l'alcool, puisque c'est un alcool qui est quasiment un alcool neutre. Hein. Oui. La vodka, si elle n'est pas aromatisée, bon, elle est très très neutre en goût. Et que Hemingway, lors d'une boutade, lorsqu'on lui a demandé, tiens, comment appellerait-on ce cocktail? Et comme sa femme s'appelait Marie et qu'il avait un petit peu de mal avec elle à certains moments, il a dit, bon, on va l'appeler Marie la Sanglante. This Bloody Mary. En fait, c'est plutôt un juron quand on veut dire en français, ça serait cette putain de connasse. Alors, en anglais, on va dire This Bloody Mary. Donc, cette emmerdeuse Marie, quoi. Mais il se fait que son épouse s'appelait comme ça, donc ça tombait bien, si on peut dire. Oui. Hein. Mais ça n'a pas de référence avec ses menstruations, par hasard. Ah, je ne pense pas, non. Okay. Alors, on trouve également qu'à ce moment-là, le cocktail n'aurait pas été inventé en 1931, mais bien en 1921. En pleine prohibition. Oui. Alors, c'était à Paris, au Harris Bar. Alors, bon, il y a des histoires qui se croisent. On parle du Ritz, on parle du Harris Bar. On parle même du nom du barman de l'époque. Alors, ce qui se fait aussi, il est devenu populaire en fait dans les années 30, surtout aux États-Unis,
parce qu'en fait, il y a un barman du nom de Pete Petiot qui travaillait, lui, au King Cool Bar de l'hôtel Saint-Régis de New York, qui a réintroduit, en fait, ce cocktail en remplaçant la vodka par du gin. Et alors, le cocktail s'est appelé par la suite le Red Snapper. Ah oui. Et on a utilisé ce cocktail-là contre la gueule de bois, paraît-il. Donc, il y a Ah, plusieurs explications comme ça moi j'avais entendu dire que le qui se Bloody Mary, croisent. j'avais entendu dire justement que le Bloody Mary avait été popularisé en Amérique par la prohibition justement parce que Oui, c'est à cette époque-là, justement. ça permettait de masquer le fait que tu buvais de Exactement. l'alcool. Alors en fait, c'est boire de l'alcool sans l'air de le boire Y parce que toucher. voilà, sans l'air d'y toucher parce que finalement, si tu regardes beaucoup de cocktails, ce sont des cocktails sucrés, c'est des sirops qu'on rajoute, ce sont des trucs plus suaves. Alors que ça, c'est un cocktail salé. Tout à fait. Mais c'est un cocktail que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le jus de tomate. Donc, le Bloody Mary est un cocktail que j'apprécie parce que justement, c'est un cocktail d'avant-repas également. C'est un cocktail qui ne vous détruit D'apéritif. pas la bouche. Oui, tout à fait, c'est un cocktail d'apéritif, hein. Il ne vous détruit pas la bouche. Bon, contrairement à des cocktails, par exemple, que j'aime aussi pas mal, mais qui sont des cocktails où il y a un goût anisé, hein. Le goût anisé, généralement, Oui. des cocktails à base de Pernod, de Ricard et autres produits anisés, ils vous masquent un peu des papilles avant le repas. Et le Bloody Mary n'a pas cet inconvénient. Oui, mais pour l'inculte que je suis de nos jours, je confondrais ça avec un gazpacho. Oui, mais justement, ce n'est pas un bête gazpacho dans lequel on aurait Un mis de peu de l'alcool, vodka. c'est un peu plus complexe. Voilà. Et puis pour finir, je voulais terminer avec une recette anglaise qui est très populaire. Si vous venez en Angleterre, vous ne pouvez pas le rater dans tous les magasins qui vendent des pâtisseries. Vous avez le Victoria Sponge, l'éponge de Victoria. L'éponge de Victoria. Alors, ce gâteau, en fait, fait partie de la grande famille, disons, des gâteaux français qui sont la génoise, le biscuit duchesse et le gâteau de Savoie. Alors, j'en reparlerai un jour, je dirais, de manière plus extensive. Ce sont des gâteaux qui sont très légers, qui sont tous réalisés à base d'œufs entiers, de sucre, de farine ou d'un mélange de féculents. On peut mettre aussi bien de la farine que de la fécule de pomme de terre, que de la farine de maïs. Hein, et on mélange donc éventuellement ces trois féculents ensemble dans des proportions choisies. Et le Victoria Sponge est un gâteau, disons, qui est du même type, hein. Donc c'est farine, sucre, œufs entiers. C'est un gâteau très léger. Oui, comme tu avais évoqué un peu plus avant dans cet épisode, il y a beaucoup d'appellations Victoria dans les plats. Il existe beaucoup de recettes qui portent le nom Victoria. Tout à fait. Alors pour quelle raison? Eh bien parce que donc la génoise ou bien le biscuit de Savoie est évidemment déjà très connu, puisque ce sont des gâteaux qui datent déjà du XVIIIe siècle sans aucun problème. Et alors il est fort probable que ce gâteau a été importé en Angleterre de nouveau à l'époque où les grands cuisiniers français officiaient. Donc de nouveau, je ne sais pas si c'est lui qui l'a importé, mais enfin des gars comme Ritz par exemple, comme Escoffier qui travaillait au Ritz, ont sans doute mis dans les cartes de dessert de l'époque de ces grands palaces, un gâteau à base donc de ce mélange œufs, sucre et farine est très léger. Et c'était précisément au moment où la reine Victoria régnait sur le Royaume-Uni, sur l'Angleterre. Alors la caractéristique du Victoria Sponge, c'est également que c'est un gâteau qui est utilisé lors du fameux tea time. Alors sa recette, c'est qu'il est garni avec de la confiture de fraises. Ça, c'est un grand classique anglais. C'est qu'on le fourre à la confiture de fraises et on le sert comme ça en accompagnement du thé. Oui, exactement. Donc c'est simplement une génoise Oui, ronde qu'on a cuite un peu, qui a un peu bombé sur le sommet. On a coupé en oui, deux voilà. au milieu. On a mis comme c'est une couche de confiture. Une couche de confiture de fraises. Maintenant, il y aurait moyen, je dirais, d'ennoblir très très fortement ce gâteau, hein, sans grand frais. C'est qu'il faudrait le couper non pas en deux, mais en 3 ou 4 épaisseurs. Qu'il faudrait l'imbiber avec un sirop de sucre qu'on a parfumé avec une liqueur de fraise. Et donc, on pourrait très bien mettre à la fois et de la confiture de fraises, mais également mettre éventuellement un peu de chantilly battu et non sucré, puisque la confiture de fraises est très sucrée, et alterner les couches comme ça, on aurait un résultat beaucoup plus moelleux, mais ça ne correspondrait plus à la recette d'origine, bien Dans le entendu. tea time, tu as déjà la chantilly sur les scones, de toute façon. Oui, de toute façon, hein, de toute Voilà. façon. Donc, ça fait quand même 8 personnes, 8 prénoms de demoiselles, ou en tout cas de noms de dames, qui ont évoqué des recettes qui sont qui font partie du paysage gastronomique aujourd'hui. Il y en a encore des centaines, tu as dit.
On va... Et surtout, sans oublier qu'ici, dans le cas de Victoria, il y a pas dire des dizaines, mais en tout cas pas loin de dire 7, qui lui sont dédiés dans la cuisine classique, où on emploie à la fois du homard et de la truffe. Que des trucs de luxe, quoi. Que des produits de luxe, voilà. Donc il y a encore pas mal d'émissions possibles en perspective. Voilà, donc en tout cas, les recherches qu'on a fait pour cet épisode-ci, une fois qu'on a commencé à plonger dans le sujet, Guy a commencé à partir. Il était inspiré et on a de quoi peut-être remplir, je crois, tu m'as dit 7 épisodes. Oh, bien plus que ça. Bien plus que ça. On va lancer un deuxième podcast parallèle, rien que sur ça. Peut-être. On pourrait. Mais non, voilà. ça nous coûterait trop de temps et d'argent pour ce faire. On ne sera obligé. Je fais encore beaucoup de choses moi-même. On a quelqu'un qui fait le montage pour nous. Et puis, il faudrait qu'on ait davantage de personnes, de sous-traitants qui puissent travailler sur ce podcast et on n'a pas le budget. Mais si par contre vous voulez nous aider, vous avez toujours la page Tipeee. Vous voyez tous les détails sur le site parlercuisine.com. Sur les notes de l'épisode, on a pris... si vous allez voir les notes de l'épisode, je vais passer en revue en vitesse tout ce qu'on a expliqué dans cet épisode. Et puis tout en bas, je mets un lien vers le moyen de soutenir ce podcast. Je crois qu'on va rester là pour cet épisode sur les femmes. Je pense que c'est bien. Parce que je crois que ça fait quand même un petit peu longtemps que les gens sont là. On va laisser les gens. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Ça fait vraiment plaisir. C'est toujours très agréable de vous avoir à notre table et de partager cette conversation avec vous. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, de partager ce podcast, cet épisode avec vos amis. Abonnez-vous via votre application de podcast. Et à bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.